Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Les recours des opposants à Notre-Dame-des-Landes rejetés. La justice a validé les arrêtés préfectoraux autorisant la construction de ce nouvel aéroport près de Nantes. Une décision qui ravive les tensions entre les écologistes et le gouvernement. Le feu vert du Bundestag à Angela Merkel pour négocier un troisième plan d'aide à la Grèce. La chancelière s'est exprimée avec un ton inhabituellement dramatique devant les députés, leur demandant de voter pour éviter le chaos. Et comme tous les vendredis, le micro-trottoir d'Alex Darmon, il revient cette semaine sur le coût économique de la pollution, estimé à 100 milliards d'euros par une commission d'enquête sénatoriale. Une manne financière qui pourrait servir, vous allez le voir, à réaliser bien des rêves. Au lendemain de l'adoption définitive par le Parlement de la nouvelle organisation territoriale de la République, l'Observatoire des finances locales tire la sonnette d'alarme. La dette des collectivités grimpe et l'investissement public baisse. Sandra Cerquera avec Mounir Soussi. Depuis 10 ans, la dette locale ne cesse d'augmenter pour atteindre fin 2014 plus de 141 milliards d'euros. Ce sont les régions qui ont connu la plus forte hausse ces dernières années. Une situation qui inquiète. Car contrairement à l'État, les communes, départements et régions ne peuvent s'endetter que pour investir. Si leur dette augmente, c'est parce que les collectivités réussissent de moins en moins à financer par des ressources propres. C'est vrai que s'endetter pour payer ses agents, ses fonctionnaires, c'est un problème. Ça n'est jamais possible pour les collectivités, c'est interdit par la loi. S'endetter pour faire de l'investissement, là, c'est beaucoup plus intéressant. Il ne faut évidemment pas que ce soit insupportable, mais ça ne l'est pas parce que nous sommes très contrôlés, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas dépasser un certain niveau d'endettement. Le problème reste quand même que les collectivités coupent plus volontiers dans l'investissement que dans les dépenses de fonctionnement, ce qui est une réelle menace pour l'emploi local. Et notre invitée ce soir, Agnès Verdier-Molinier, bonsoir, directrice de la Fondation IFRAP et auteure de On va dans le mur aux éditions Albin Michel. Merci d'être avec nous. Cette réforme territoriale adoptée définitivement hier après un dernier vote du Sénat. C'est un nouveau visage de la France qui apparaît, une nouvelle organisation territoriale et pourtant ce vote est passé quasi inaperçu. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est la montagne qui a accouché d'une souris? Un peu, ça a été très long et puis quand on regarde finalement ce qui est à l'arrivée, la réalité de cette loi NOTRe par rapport à ce qu'étaient les ambitions de départ, on ne peut qu'être assez déçu. On avait parlé à un moment, vous vous en souvenez, de suppression du département, de l'échelon. Justement, c'est ce que vous préconisez d'ailleurs dans votre ouvrage. C'est pas l'option qui a été retenue notamment par les sénateurs. C'est pas l'option qui a été retenue, notamment effectivement avec l'action des sénateurs qui ont refusé par exemple que les missions de collèges, qui sont gérées par les départements aujourd'hui, ou de voiries qui sont gérées aussi par les départements, passent à la région, et alors que c'était dans l'idée de la clarification des compétences. Alors certes, la mission, enfin la compétence générale qui était l'apanage des collectivités précédemment et qui voulait qu'elles pouvaient se saisir de tous les sujets de politique publique a été supprimée pour les départements et pour les régions. Mais quand on regarde aujourd'hui l'infographie de toutes les missions qui en fait s'enchevêtrent encore entre les communes, les intercommunalités, les EPCI, les départements et les régions, on peut que se dire, mais alors tout ça pour ça, parce que l'idée de la loi NOTRe, c'était bien qu'on sache vraiment à chaque échelon qui fait quoi. Et bien là, franchement, on pourrait être beaucoup plus clair. Toujours pas de simplification du millefeuille territorial. Est-ce qu'il y a des gagnants et des perdants quand même dans cette réforme? Clairement, les régions sont renforcées dans leur rôle, on le voit, mais sur les questions par exemple d'attractivité économique, de politique économique, on voit aussi que les départements veulent continuer à jouer un rôle. On voit que certaines métropoles, comme par exemple la métropole lyonnaise, le Grand Lyon, dit mais attendez, l'attractivité économique, moi je veux m'en occuper. Donc les régions sont certes confortés dans leur rôle, mais aussi ont un problème de fiscalité parce que leur fiscalité n'est pas du tout en lien avec l'activité économique. Donc il y a encore plein de questions qui se posent sous-jacentes à la nouvelle, entre guillemets, répartition des missions. Par ailleurs, on voit encore des régions qui veulent investir, par exemple, dans la santé, alors que ce n'est pas du tout leur mission, et qu'aujourd'hui, on a l'assurance maladie qui s'en occupe. Et là, on voit encore qu'il n'y a pas que des redondances entre les collectivités locales elles-mêmes, qu'il y a des redondances aussi entre les collectivités locales, l'État qui est déconcentré dans les territoires, mais aussi avec la sécurité sociale. Et on le voit bien sur la politique sociale. On l'a gardé au département. Mais finalement, les communes continuent de s'en occuper. On le voit très bien encore dans la répartition actuelle des missions. Les caisses d'allocation familiale s'en occupent aussi. Et là, on a donc 3 échelons
qui se tirent un peu dans les pattes, qui veulent tous s'occuper du social. Et c'est pareil dans d'autres missions, puisque la culture, par exemple, reste une mission qui est partagée entre les différentes strates, et on ne sait pas vraiment qui est leader sur le sujet. On voit sur les transports que tout le monde continue à s'occuper des transports. Par exemple, le transport de handicapés, d'élèves handicapés va être... C'est un peu une occasion ratée. Est-ce qu'aussi, on sait qu'il y aura donc 13 grandes nouvelles régions avec des élections régionales en ligne de mire en décembre. Ça va faire émerger encore des barons locaux encore plus puissants que ce qu'on peut connaître actuellement? L'idée de créer des grandes régions n'est pas forcément une mauvaise idée. Nous, on l'a soutenue à la Fondation IFRAP parce qu'on pense que ça va aussi potentiellement dans le bon sens et peut-être dans le sens de faire des économies. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Et d'ailleurs, nous sommes en train de faire une revue de toutes les nouvelles régions en regardant comment, si on s'alignait sur ceux qui dépensent le moins, par exemple la région Poitou-Charentes, la région Pays de la Loire, qui sont dans les mieux gérées en termes de dépenses par habitant, si on s'aligne sur ces régions-là, combien on économiserait? Mais on se rend compte que sur l'Île-de-France, c'est plus d'1 milliard d'euros. C'est quand même considérable. C'est un peu moins d'1 milliard sur la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. C'est un demi-milliard sur Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Donc vous voyez, là, il y a une possibilité potentielle, mais je ne sais pas malheureusement si elle sera vraiment effective, d'économie qui est considérable, de l'ordre de presque 2 ou 3 milliards d'euros potentiellement. La question c'est, est-ce qu'on va se saisir de cette occasion de réorganisation pour mieux gérer, pour évaluer les subventions aux associations? Est-ce qu'elles servent à quelque chose? Est-ce que les associations déposent leurs comptes? Voilà. Donc là, il y a une question, et puis il y a la question aussi du temps de travail des agents dans les collectivités, qui est absolument primordiale et qu'on se pose quasiment jamais, et là qui est souvent en dessous des 35 heures. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier d'être venue sur ce plateau pour apporter cet éclairage. Le Parlement a adopté définitivement, après un vote du Sénat, l'actualisation de la loi de programmation militaire. Elle prévoit 3,8 milliards d'euros supplémentaires pour la défense au cours de la période 2015-2019. La dernière confrontation judiciaire entre les opposants et les partisans de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes tourne à l'avantage du gouvernement. La justice a validé la reprise des travaux, ouvrant la voie à une nouvelle crise entre Manuel Valls et les écologistes. Flora Sauvage. C'est un nouveau revers pour les opposants au projet d'aéroport. Le tribunal administratif de Nantes a tranché. Il a rejeté les 17 recours déposés contre la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Situé à une vingtaine de kilomètres de Nantes, le site a été choisi en 1967 dans le but d'y transférer l'aéroport de Nantes-Atlantique. Depuis, l'opposition ne faiblit pas. Les 17 recours déposés contre 4 arrêtés préfectoraux portaient sur la protection des espèces protégées et la loi sur l'eau. Ces arrêtés permettaient de lancer la construction du nouvel aéroport avec des mesures de compensation écologique. Des mesures jugées insuffisantes pour les opposants au projet. La bataille n'est donc pas finie, car les opposants pourraient faire appel de la décision. Un 5e arrêté préfectoral qui déclarait les travaux d'aménagement d'utilité publique a été validé par le tribunal administratif. Désormais, la balle est dans le camp du gouvernement. Tous les obstacles sont désormais levés à la négociation du plan d'aide à la Grèce après le vote du Parlement allemand. Julie Hulin. Le vote était capital et très attendu, celui d'une Allemagne divisée sur la crise grecque depuis des semaines. Angela Merkel s'en souviendra d'autant plus qu'elle fêtait aujourd'hui ses 61 ans. Accueillie par un bouquet de fleurs, c'est sur un ton très solennel qu'elle a appelé les députés du Bundestag à donner leur feu vert. L'option alternative ne peut être raisonnable, parce qu'elle mènerait tout droit à une sortie de la Grèce et au chaos assuré. Est-ce que les avantages pèsent plus lourd que les inconvénients? La réponse, formulée avec la plus grande conviction, est oui. Et comme attendu, le Bundestag a voté oui. Mais le vote montre à quel point le Parlement est divisé sur le sujet. 119 non, dont 50 membres de la coalition de droite. Jamais depuis son élection, la chancelière n'avait fait face à une telle fronde de ses élus. Avec ce vote, les négociations autour du programme d'aide vont pouvoir commencer. Mais c'est la question de l'allègement de la dette grecque qui va maintenant se poser. La BCE et le FMI l'ont jugé indispensable. L'Allemagne s'y oppose fermement. En attendant, la Grèce respire grâce à un prêt relais de 7 milliards d'euros accordé par l'Union européenne.
La mort de Jean Lacouture à l'âge de 94 ans, écrivain, journaliste, son nom est associé aux grands personnages du XXe siècle, Blum, Nasser, Mauriac, Malraux, Mendès France, De Gaulle et François Mitterrand, mais aussi l'ethnographe Germaine Tillion ont tour à tour été les sujets de ces biographies passionnantes. Et comme tous les vendredis, le micro trop tard d'Alex Darmon, 100 milliards d'euros, c'est le coût de la pollution. Selon un rapport du Sénat, une somme plus que rondelette qui fait rêver. Et vous, que feriez-vous avec autant d'argent? Regardez. Bonjour, je suis là pour un crédit, 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros? Ouais, pour lutter contre la pollution, c'est possible? Ça fait beaucoup, faut voir avec les responsables. D'accord, bon, je repasserai. Merci. Cette semaine, dans le micro trop tard, on revient donc sur une commission d'enquête au Sénat qui a estimé à 100 milliards d'euros le coût de la pollution en France en un an. Alors comment lutter contre la pollution et que feriez-vous avec 100 milliards d'euros? Tellement de choses. Allez, venez, on va prendre l'air. Je pourrais pas vous inviter à boire un verre parce qu'en fait, il faut que je paye pour la pollution 100 milliards d'euros. Vous êtes au courant? C'est gênant. C'est gênant quoi? Pour le verre ou pour les 100 milliards? Ah, ça va. Ça passe. Ça passe. Vous allez payer cher au final hein, pour tout ce que vous polluez, mais ça passe. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut que... Faut que vous le mangez. Ouais. C'est ça le problème. Et alors, comment on fait pour lutter contre la pollution? Comment on pourrait faire? Déjà, le à pied, pas de c'est vrai. on arrête les voitures, on fait des choses bien comme ça. Mais on revient aux charrettes. Aux charrettes? Eh oui, non, moi je suis partisan de la charrette et des chevaux. La question à 100 milliards, que pensent les politiques du coût de la pollution? On va leur demander, je suis fou, j'ai chaud, c'est la folie aujourd'hui, oh, c'est génial. Juste un petit mot, parce que c'est grâce à vous que je fais mon micro trop tard cette semaine sur la pollution dans l'air et le coût de 100 millions d'euros. 100 milliards, oui. 101,3 milliards d'euros. C'est vrai qu'il faut être précis. 100 milliards d'euros Sur le coût de la pollution, c'est énorme. Oui, c'est colossal, c'est considérable et pourtant le montant est largement sous-estimé. C'est vrai ou pas? Bah écoutez, c'est un rapport sénatorial, donc je respecte le travail qui a été fait par le Sénat. 100 milliards, oui, mais enfin c'est le coût surtout de la santé, sur la santé. Oui. Le reste, on ne peut pas l'évaluer, soyons sérieux. 100 milliards, moi je trouve ça effectivement énorme, ça me dépasse un tout petit peu, mais... Vous feriez quoi vous avec 100 milliards? L'éducation. Que de l'éducation? Ouais, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ah, d'accord, vous êtes dans votre rôle, c'est bien, vous avez raison. Vous feriez quoi vous avec 100 milliards? Ne demandez pas à une femme comment elle dépense de l'argent. Ça, c'est simple. Climatiser le Sénat pour avoir plus de pollution. On peut éliminer, éradiquer, si tu veux, la faim quelque part dans le monde. Je n'ai pas aujourd'hui, malheureusement, dans la responsabilité qui est la mienne, à envisager une telle hypothèse. Bah, encore un point commun entre nous, moi non plus. Ouais, moi non plus, ça risque pas. Merci. C'est la fin de cette édition. À suivre, la politique c'est net. Caroline Deschamps et ses invités reviennent sur le financement participatif, le crowdfunding. Bonne soirée, un lundi.